Merci aux participants de nous rejoindre. Donc Jean, Bruno et moi-même, on anime le groupe Bâtiments durables et sains. Donc c'est une communauté sur LinkedIn et notre but, c'est de fédérer les acteurs du bâtiment durable et évidemment de sensibiliser par la même occasion à toutes ces problématiques, que ça soit la qualité d'air qu'on a fait la dernière fois avec Marie Bellugue et Bruno Tudal. Et donc aujourd'hui, ça sera la ventilation et la purification d'air avec Céline Desportes et Benoît Convretel. Céline, je te laisse t'introduire. Je te Oui, laisse t'introduire au groupe. très bien. Bonjour à tous. Merci d'être là pour nous entendre. Donc, Céline Desportes, je représente la société Franceair. Je suis chef marché tertiaire. Donc, je vais vous parler principalement de la ventilation et purification en bâtiment tertiaire, contrairement à Benoît. Vas-y, Benoît. Eh bien, bonjour à tous, Benoît Convretel, responsable technico-commercial chez Brink France. Je m'occupe du Grand Ouest et surtout de la double flux en résidentiel. Très bien. Ok, super. Eh Merci bien, beaucoup. oui. Eh bien, c'est parti. Donc, on a intitulé Qualité d'air intérieur bâtiment, ventilation et purification d'air. Donc, effectivement, la qualité d'air intérieur est vitale, en particulier dans les lieux clos. On y passe 90% de notre temps. On sait très bien que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. L'OMS affiche 8 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et on sait aussi que beaucoup de bâtiments tertiaires, en particulier les bureaux, de manière générale, en France, ne sont pas équipés de systèmes de ventilation adéquats et du coup, ne délivre pas aux occupants la qualité d'air nécessaire à sa santé et à son bien-être. Benoît? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on respire à peu près 22 000 fois par jour. Ça représente entre 12 et 15 000 litres, et même pour certaines études, jusqu'à 25 000 litres d'air par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, on consomme 1 kg de nourriture, on boit 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Donc, le volume d'air qu'on respire est bien plus important qu'on puisse l'imaginer. Donc, le matin, effectivement, vous pouvez partir avec votre déjeuner, mais si on devait partir avec la quantité d'air qu'on a besoin dans la journée, on aurait un sacré problème de place. À toi. Non, c'est à toi. Voilà. Ah, pardon. Donc, l'OMS, en 2010, a fait une étude. Et alors, les chiffres aujourd'hui sont bien plus importants, mais on a en Europe environ 600 000 décès prématurés dus à la qualité d'air intérieur et extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, que nos airs intérieurs sont bien plus pollués que l'air extérieur. Voilà. Donc, si on commence par le sujet qui m'anime au quotidien, les bâtiments tertiaires, donc parlons de cette ventilation et de cette purification de l'air intérieur dans les bâtiments tertiaires. Donc, la bonne ventilation est essentielle pour une bonne qualité d'air intérieur. On sait qu'il existe plusieurs sources de polluants provenant de milieux différents, comme l'a dit Benoît juste avant. En milieu air extérieur, on a toute la pollution de proximité, tout ce qui est NOx, CO, PM, particules fines. Et on a, en matière de solutions, à travailler sur l'étanchéité des bâtiments, l'étanchéité des réseaux, tous les systèmes de filtration particulière, moléculaire, avec par exemple les centrales équipées de filtration classique ou à charbon actif. Pour tout ce qui est pollution intérieure, donc émanant de comportements des usagers, que ce soit l'émanation des CO2, de l'humidité, des virus, on en parle beaucoup, de la pollution biologique d'une manière générale, mais également du mobilier, tout ce qui est pollution de décoration, d'ameublement, le ménage, les COV, les hydrocarbures, etc. Donc, pour tous ces polluants finalement intérieurs, on a des solutions de type renouvellement d'air hygiénique via des centrales pilotées sur des sondes qui mesurent et agissent en fonction de paramètres bien définis comme les CO2, les COV, l'humidité, etc. Et également, il y a d'autres types de pollution qui émanent plutôt des produits et des équipements de construction.
donc qui peuvent perdurer dans le temps lorsqu'un bâtiment est livré à des occupants. Et là, durant toute cette phase, il y a des systèmes de ventilation de chantier qui peuvent être mis en place soit durant la phase chantier, soit à réception du bâtiment, des flush-out pour finalement nettoyer l'air des bâtiments qui vont accueillir des occupants. Il y a aussi à l'intérieur d'un bâtiment des systèmes de mesure de qualité d'air pour finalement que l'occupant puisse adapter son comportement à soit la pollution, soit l'énergie qui laisse finalement prendre part à la ventilation, etc., pour finalement adapter son comportement par rapport à l'indication de la bonne ou de la mauvaise qualité d'air. Et le point crucial de tous ces systèmes de ventilation et de toutes ces actions de ventilation, c'est de bien avoir un contrôle à réception du bâtiment, soit pour garantir que la qualité d'air intérieur est déjà bonne et que les systèmes en place seront en capacité de finalement assurer une bonne qualité d'air durant la phase d'exploitation du bâtiment, et d'assurer également une maintenance irréprochable de tous les équipements, tournant autour évidemment de la ventilation ou de la purification, pour s'assurer que l'effet des bons dimensionnements et de la bonne mise en place des installations perdureront effectivement dans le temps et assureront au quotidien la qualité d'air requise pour ces occupants. Donc là, on va aller un petit peu plus dans le détail sur chacune des solutions que j'ai listées sur ce petit slide. Donc le premier point, c'était l'étanchéité des bâtiments et des réseaux. Bon, je n'ai pas fait de slide dédié. Il y a des systèmes, notamment d'accessoires à joints qui permettent de garantir une bonne étanchéité des réseaux pour jouer dans la bonne qualité d'air insufflée dans les logements, dans les bâtiments tertiaires. Je me suis plutôt attardée sur le volet filtration et fait un petit zoom sur la NF ISO 16890 qui est en application depuis 2018 et qui permet finalement un classement des filtres selon leur efficacité face à trois tailles de particules fines, les PM10, les PM2,5 et les PM1. Cette classification finalement nous permet quelque part de choisir le bon niveau de filtration par rapport à une qualité d'air attendue et par rapport à une qualité d'air extérieure du lieu où on a le bâtiment, et qui nous permet finalement de choisir, grâce à cette filtration, un niveau de qualité d'air intérieur attendu. Si on regarde également le volet réglementation et normes, donc sur l'aspect ventilation lié à la pollution intérieure, pour le coup, on a tout ce qui concerne en matière de ventilation et renouvellement d'air, eh bien le RSDT et le Code du travail qui finalement fixent des débits d'air hygiéniques minimum par type de bâtiment. On a également la norme EN-NF 16786-3 qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, juste avant, permettent finalement de qualifier les niveaux de filtration et les débits d'air par rapport à un niveau de qualité d'air attendu en tenant compte de l'extérieur. Donc cette norme, finalement, elle nous aide à quantifier les besoins en matière de débit et en matière de filtration pour un niveau de qualité d'air attendu. Voilà. On a aussi tout le volet sur la partie concentration des polluants. Donc, on a les recommandations de l'OMS, de l'ANSES et du Haut Conseil de sécurité. Et puis, on a le troisième point important, c'est tout ce qui concerne la surveillance qualité d'air. Donc, avec des diagnostics obligatoires dans tous les ERP, les établissements recevant du public, scolaires et loisirs. Donc, l'idée, c'est de vraiment suivre une checklist par le responsable du bâtiment, enfin le directeur d'établissement ou le responsable de maintenance, pour suivre une checklist pour s'assurer finalement que tous les organes type bouche, ventilateur, etc., soient bien en fonctionnement et qu'au final, on puisse ensuite écrire un plan d'action relié évidemment à cette qualité d'air pour mettre en place de nouvelles actions pour améliorer les niveaux de qualité d'air. Il est possible également d'effectuer des campagnes de mesure de qualité d'air dans le cadre de ce diagnostic qualité d'air. Donc voilà. Et puis en parallèle de tout ça, il y a le décret de tertiaire, le plan de relance, la RE 2020,
qui, d'une certaine manière, parle de qualité d'air. Donc, on va vers du mieux en matière de réglementation et de ventilation. Un autre point qui est très important, c'est la partie certification dans les bâtiments. La plupart des bonnes pratiques en matière de qualité d'air proviennent des certifications bâtiments. Donc, je sais que vous en avez parlé au webinaire précédent. Moi, j'ai voulu pointer du doigt finalement deux labels, des labels confort d'usage, le WELL et l'Osmose, qui finalement mesurent, permettent ou certifient le bâtiment selon le confort et le bien-être de l'occupant. Donc, on va retrouver la qualité de l'air, de l'eau, de l'alimentation, la lumière, le fait d'encourager à faire des exercices, un bon confort et d'avoir une bonne santé mentale. Et par exemple, dans le volet de la certification WELL, on va y retrouver un certain nombre de paramètres qui concernent la ventilation. La ventilation de chantier, tout à l'heure on évoquait le flush out, elle est intégrée dans cette certification, mais également la ventilation durant la phase d'occupation, et on parle également de filtration. Donc je crois qu'il y a aux alentours 10% du score qui concerne la ventilation, et donc c'est un très bon point pour justement connecter la bonne qualité d'air avec le bon choix du système de ventilation et de purification. Et puis, il y a le label Osmose qui est délivré par Certivea et qui effectivement reprend aussi des thèmes autour de la santé environnementale, de l'hygiène de vie, de l'équilibre vie pro, vie professionnelle, y compris intégrant les démarches RH pour finalement prendre en compte le confort de l'occupant. Donc, ces certifications, finalement, visent à prendre en compte le confort de l'occupant et nous aident à donner des guidelines sur des bonnes installations en matière de ventilation. Donc, après avoir parlé de la réglementation autour du renouvellement d'air et des certifications bâtiments, des démarches volontaires autour de la bonne qualité d'air, parlons de la ventilation double flux. Car la ventilation double flux, elle permet d'avoir un apport d'air neuf filtré, une extraction d'air vicié, donc on s'assure finalement qu'on introduit de l'air propre et qu'on extrait celui qui est sale, et on va pouvoir apporter du confort et d'ailleurs de la performance énergétique en préchauffant ou pré-rafraîchissant l'air justement neuf qui va être introduit dans ce bâtiment, soit par des systèmes d'ajout de batteries d'eau froide et chaude post-échangeur, soit en ajoutant des systèmes adiabatiques sur l'air extrait pour finalement garantir un échange, un écart de température plus grand au travers de l'échangeur et d'amener du confort en été complémentaire au soufflage, sans évidemment introduire de l'humidité dans la pièce. Et puis, également, en introduisant des pompes à chaleur intégrées. Donc, dans les questions, j'ai noté qu'il y avait quelqu'un qui parlait de ventilation double flux thermodynamique. Effectivement, c'est une solution qui est relativement courante maintenant. Elle permet de faire de la super récupération d'énergie, en plus de l'échangeur soit rotatif, soit contre-courant qui est au sein de la centrale. On va pouvoir récupérer via le système thermodynamique et apporter du confort en été et en hiver, du confort complémentaire. La ventilation double flux est souvent connectée à une régulation embarquée qui va permettre un fonctionnement finalement intelligent et économe de la centrale. Dans ces fonctionnalités, on va retrouver des fonctionnalités de gestion de qualité d'air intelligente. Donc, on va pouvoir avoir des ventilations sur sondes dites QAI, c'est-à-dire des sondes qui vont mesurer un ou plusieurs paramètres et qui vont agir sur la ventilation en fonction de la mesure qui aura été effectuée. Donc, il y a des sondes qui existent avec plusieurs paramètres combinés, les CO2, les COV, l'humidité. Des sondes qui existent sur les particules fines, donc piloter la ventilation sur la mesure en matière de particules fines. Et puis, il y a d'autres sondes aussi qui existent sur des critères physiologiques. Je vois que j'ai fait une faute d'orthographe, désolée. Par exemple, pour garantir la bonne santé dans des crèches ou pour garantir la bonne santé dans les bureaux, on prend en compte plusieurs critères physiologiques qui vont venir piloter la ventilation pour garantir ces critères.
Donc, avec la ventilation double flux, en plus de faire des économies d'énergie, et c'est souvent pour ça qu'on parle de la ventilation double flux, on va pouvoir travailler la qualité d'air par l'introduction d'air propre, par la gestion de la ventilation au juste besoin selon des critères de qualité d'air, et puis par le fait qu'on pourra amener du confort en insufflant de l'air neuf. Donc, tous ces items-là sont vraiment un point important en matière de ventilation double flux. Le quatrième volet, connecté à la ventilation, hein, bien sûr, on ne fait pas d'épuration d'air sans ventilation, c'est le volet épuration d'air, donc qui permet de dépolluer et de désinfecter l'air intérieur. Donc, il existe plein de principes différents sur le marché. Là, j'ai choisi de présenter la photocatalyse, qui est vraiment une décomposition de polluants sous l'action de la lumière sur un catalyseur. Donc, il existe des épurateurs mobiles en photocatalyse et des épurateurs en gaine en photocatalyse. Et puis, également, la technologie plasma froid, qui permet de faire de la désinfection de l'air et des surfaces en complément d'une bonne ventilation. C'est-à-dire qu'on va avoir finalement une ionisation des molécules au travers d'une électrode et d'une cathode qui vont fabriquer des groupes OH très réactifs en se fixant grâce aux protéines de surface sur les virus et par exemple les bactéries, et qui vont venir finalement se fixer sur la paroi de ces bactéries et de ces virus pour en détruire la membrane et rendre finalement le virus inactif. Donc, c'est une technologie qui a déjà existé, qui a déjà été éprouvée dans plusieurs autres pays, qui est peu utilisée en France, notamment connectée directement au système de ventilation. Elle peut être utilisée 24 heures sur 24 en présence humaine. Donc, il y a eu des tests qui ont prouvé qu'il n'y avait pas de problématique de nuisance sur la santé humaine. Et c'est une technologie qui permet de ne pas avoir de consommables. Donc, ça présente un intérêt en matière de maintenance et finalement de suivi du plan de prévention en matière de maintenance. Donc, cette technologie associée à la ventilation, c'est-à-dire connectée directement au soufflage, par exemple, d'une ventilation double flux, va permettre finalement d'utiliser l'air qui va sortir de la centrale comme vecteur de transport des ions qui auront été générés par le module et qui va aller directement dans le volume à traiter, agir sur les bactéries et les virus, mais également les COV, les allergènes, etc. Donc là, l'action sera vraiment connectée à celle d'une bonne ventilation. Je vous ai mis, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs petites questions concernant les comparaisons entre les différentes technologies d'épuration d'air. Donc là, on y retrouve tout à droite le plasma froid. Qui est comparé avec la filtration fine, la filtration haute efficacité, filtration électrostatique, charbon actif, UV et photocatalyse. Donc, l'avantage par rapport à la photocatalyse et les UV, c'est vraiment que le plasma froid agit sur les particules et propose une épuration active. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'air qui passe au travers du média qui va être épuré, mais c'est finalement tout l'air de la pièce qui va contenir des ions qui sont susceptibles de finalement se fixer sur des virus, sur des COV, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avantage et on peut l'utiliser 24/24. On n'a pas besoin de sortir de la pièce et d'avoir un système d'épuration qui soit finalement entre phases d'usage. C'est idéal pour une présence intermittente et pour un usage avec un nombre de personnes différents en présence intermittente. En matière de maintenance, pareil, la maintenance est très faible. Et au niveau des pertes de charge, l'élément est très compact. Donc, il n'y a pas de surconsommation électrique par rapport à ça.
Le dernier point concernait la mesure des qualités d'air intérieur. Donc, il existe des tas de stations, de capteurs de surveillance qualité d'air qui permettent de mesurer des taux de particules fines globales, des PM2,5 par exemple, des COV, la température, l'humidité. Donc, il est possible d'amener une surveillance pour les occupants ou pour les agents, par exemple, de maintenance et d'enregistrer cet historique-là. C'est tout à fait intéressant et demandé dans certains labels bâtiments. Donc, la solution en qualité d'air tertiaire, donc là j'ai pris un exemple sur un bâtiment de bureau, c'est une centrale double flux régulée qui va permettre d'amener de la qualité d'air, du confort et également d'être performant énergétiquement, associé à un module de plasma froid qui va permettre justement d'amener de la qualité d'air complémentaire à la ventilation, un réseau avec des accessoires à joint pour une bonne qualité d'air et une bonne performance énergétique, évidemment des accessoires de modulation des débits sur sonde pour éviter de consommer de la ventilation lorsqu'on n'en a pas besoin, et puis une bonne grille de diffusion placée de manière optimale pour un confort adapté. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie bâtiment tertiaire. Je laisse la parole à Benoît. Céline, tu me passes les slides? Oui, bien sûr. Alors, on va passer à la suivante directement. Voilà. Alors, pour le résidentiel, je suis parti de la manière suivante, c'est de vous expliquer d'où on vient et où il faudrait aller. Aujourd'hui, dans les grandes lignes, on a trois facteurs importants. C'est les enjeux environnementaux, les désordres qu'on voit tous les uns et les autres dans différents bâtiments, et la sensibilité de nos clients aujourd'hui à la qualité de l'air et au confort. Suivant. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on va parler du neuf, mais on va aussi parler de la rénovation. Parce qu'aujourd'hui, on peut certainement améliorer le parc existant. Et dans le dernier rapport de Lockheed en 2009, je sais, ça date un peu, on a plus de la moitié des logements aujourd'hui où les débits d'air sont en dessous de la réglementation. Et on parle beaucoup actuellement de logements insalubres, mais beaucoup de logements insalubres pourraient devenir entre guillemets habitables et corrects si la ventilation était bien gérée. On va pouvoir passer au suivant. Alors, si on regarde un peu l'histoire de l'isolation et de la ventilation en France, tout a débuté par le premier choc pétrolier en 1973. À partir de ce choc pétrolier, où l'énergie a commencé à augmenter, on a commencé à revoir la construction des bâtiments. Seulement, donc 74, on a eu la première RRT en 84, la suivante en 82. À chaque fois, on a amélioré l'isolation, le vitrage aussi, hein, que je rentre dans l'isolation, mais aussi la ventilation à partir de 82. Seulement depuis 82, la réglementation en ventilation n'a absolument pas évolué. Donc en gros, on peut dire qu'on traite l'air de nos habitations comme il y a 40 ans. Voilà, donc l'arrêté de 84, pour vous, si vous ne le connaissiez pas, ça va vous donner les débits qu'on doit avoir dans les pièces humides. Donc, les débits minimaux qu'on doit avoir dans une cuisine, c'est de 20 à 45 mètres cubes, montant de 75 à 135 en débit de pointe. Oui, vous savez, le petit bouton poussoir, la vitesse 1, vitesse 2 qu'on voit dans la cuisine, mais qu'on n'utilise jamais. Voilà. Et puis de 15 mètres cubes en toilette à 30 mètres cubes en salle de bain. Et puis en juin 2017, on a eu un DTU 68.3 pour la double flux qui nous a demandé un minimum de 18 mètres cubes en pièces sèches d'insufflation de renouvellement d'air. Voilà. Alors, l'objectif de la ventilation en 82, ça a été quoi?
on a commencé à isoler, on a commencé à avoir du double vitrage et on s'est aperçu qu'on avait des points de rosée, qu'on avait de la condensation sur les carreaux et que le renouvellement d'air n'était pas optimal. Donc, on a commencé avec de l'autoréglable pour gérer l'humidité. On s'est dit, puisqu'on a de l'humidité, on va enlever cette humidité-là. Et l'apport d'air neuf se fera par les fuites du bâtiment ou les grilles de ventilation qui seront installées aux menuiseries. Alors, la problématique de ce type de renouvellement d'air, que ce soit en VMC, autoréglable ou hydroréglable, c'est qu'on fait rentrer de l'air froid dans le bâti pour renouveler l'air. Et chez beaucoup de clients, vous avez dû remarquer aussi que les grilles de ventilation d'amener d'air étaient bien souvent en plein hiver obstruées, voire bouchées complètement, voire complètement absentes, même en rénovation. Alors, tu vas pouvoir me mettre la suivante. Donc, pour l'hydroréglable, on va voir, c'est celle qu'on voit le plus aujourd'hui. C'est 50% de renouvellement d'air qui est assuré quand même par les fuites du bâtiment. Un renouvellement d'air tous les 3 heures. Et on ne ventile que si on détecte de l'humidité. Ce qui fait qu'avec ce système-là de VMC et hydroréglable, on réduit de 75% l'apport d'air hygiénique. Donc, on ventile suivant les normes, mais dans la réalité, on sous-ventile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les bâtiments résidentiels qui ne sont pas équipés de double flux sont ventilés sous les normes pour effectivement une économie d'énergie, mais on va dire au détriment de la qualité d'air intérieur. Là, je vous ai mis les différents labels de construction qui vous permettent de voir la consommation primaire et la consommation par type de performance. Alors moi, la moitié de mon activité aujourd'hui, j'avoue, c'est de la maison passive. Et quand on regarde un petit peu, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est vraiment accessible. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très, très facile de construire comme il y a 20 ans et de pas, ou même 40 ans, sans se remettre en question. On va pouvoir passer à l'autre slide qui est pour moi le plus important, qui vous permet de visualiser entre la norme maison passive et puis la norme, on va dire, RT. Rien qu'au niveau du test, vous voyez la différence, c'est que la pression qui sera faite sur une RT, ça va être une pression de 4 pascal, c'est-à-dire l'équivalent de 9 km/h. Alors moi, j'habite en Bretagne, 9 km/h, on a ça 3 fois dans l'année. On est plutôt plus proche des 30 ou 40 km/h, ce qui est un peu plus proche du passif. Les tests sont faits avec 50 pascal de pression. Donc, quand vous voyez les résultats qu'on a, on a vraiment un bâti qui est très performant à l'étanchéité à l'air et à la consommation énergétique. C'est pour ça que tous les bâtiments passifs, pour pouvoir arriver à ce résultat-là, sont obligés de passer par une double flux résidentielle pour pouvoir ventiler correctement le bâti. Je vous ai fait un petit tableau que je pourrais vous communiquer si vous le souhaitez, des avantages et des inconvénients en VMC simple flux et double flux. On est en Europe un des derniers pays à fabriquer et à vendre de la double flux. C'est un marché en résidentiel vraiment de niche. Et pour cause, on a aujourd'hui les 2 plus gros fabricants en France de simple flux en Europe qui ont un lobbying énorme sur le marché. Voilà. Alors la ventilation, c'est une chose, mais les réseaux, c'en est une autre. Alors, on vous en a parlé tout à l'heure des réseaux. À gauche, vous voyez, c'est la gaine qu'on voit en France, et quasiment qu'en France. Depuis plus de 10 ans, nos voisins sont passés soit sur du Galva, comme en Belgique, même en résidentiel, ou sur du PHD, les gaines vertes que vous voyez en haut à droite, qui sont aujourd'hui la norme obligatoire en double flux, même en France, dans le DTU 68.3, mais qui permet d'avoir
une qualité d'air optimale pour deux raisons. C'est des réseaux qu'on peut entretenir, qui sont pérennes et dans lesquels on n'a pas d'émissions de COV. On va pouvoir passer à la suivante. Voilà, c'est terminé pour ma première partie. Voilà. Donc, juste pour présenter rapidement Francaire sur la partie tertiaire. Donc, la mission de Francaire, c'est vraiment d'offrir des solutions de ventilation saines, confortables et efficaces. Donc, Francaire est un distributeur, concepteur de systèmes de traitement d'air pour le bâtiment tertiaire, l'habitat aussi collectif, l'hygiène hospitalière et les cuisines professionnelles. Et il y a toute une gamme de produits qui est offerte, de la ventilation, de la récupération d'énergie, de la diffusion d'air, protection incendie, chauffage, filtration, etc. Et notre réalisation de l'année dernière, en plus du catalogue produits classique, c'est vraiment un guide de conception des bâtiments tertiaires. Il y a 200 pages avec un dossier complet par segment de bâtiment, bureaux, commerce, crèche, école, logement, collège, pardon, EHPAD, cabinets médicaux, hôtels, cuisine commerciale, avec des présentations à chaque fois de solutions avec différentes zones et différentes attentes en matière d'environnement. Et puis des produits en face, des schémathèques pour des principes de fonctionnement avec comment marche la ventilation régulée avec son registre de débit associé à sa sonde et son diffuseur, avec des schémathèques électriques de solutions et puis des chantiers références. On y revient aussi sur des aspects réglementaires tertiaires et puis des aspects très techniques comme par exemple la modulation de débit. Il existe, ce guide existe en version papier, mais bien évidemment, il existe en version digitale. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très, très intéressant parce que ça permet de faire une checklist un petit peu des produits et des solutions qu'on peut proposer pour apporter une meilleure qualité d'air tout en conciliant avec une bonne performance énergétique. Et n'hésitez pas aussi à m'en faire un retour. C'est très intéressant d'avoir des retours de lecteurs de ce guide. Je laisse la parole à Benoît pour sa présentation. Alors, Brink, vous nous connaissez très peu en France. On est installé seulement depuis 2014 en France. C'est fabriqué aux Pays-Bas. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Centrotech et qui réunit plusieurs entités, dont Brink pour la partie ventilation, Allmax pour la partie des échangeurs. On fabrique des échangeurs pour à peu près tout le monde en Europe, que ce soit pour du résidentiel comme du tertiaire. On a comme filiale aussi Ubink, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont croisé dans le bâtiment. C'est une marque relativement connue, aussi un peu plus que Brink, qui va fabriquer tout ce qui est réseau PEHD, les gaines vertes que vous avez aperçues. Centrotherm pour la partie pièces injectées. Et puis pour la partie chauffage sur l'air, gaz et panneaux solaires, entre autres, la partie Wolf. On va pouvoir partir. Voilà, dans le groupe, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de tout ce qu'on peut et ce qu'on est capable de distribuer aujourd'hui en Europe et puis surtout même dans le monde. Voilà. Donc ça va vraiment sur l'ensemble. Et donc chez Brink, voilà exactement ce que nous, on est là pour vous apporter comme assistance à elle. Voilà ce qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur la photo, on va dire 97 à 100%, suivant les produits que vous avez achetés, c'est soit Brink, soit les filiales de Brink qui auront fabriqué. Donc, on a une maîtrise de la bouche extérieure à la bouche intérieure, ce qui nous permet de dimensionner, d'avoir des systèmes vraiment très simples à installer et toujours la même qualité. Voilà. Là, je vous ai mis un petit schéma qui vous permet de visualiser des interventions qu'on pratique. Alors, comment on fonctionne? Généralement, nos clients nous envoient des plans et on va intégrer dans ces plans la conception, la disposition, le calibrage et le dimensionnement de la machine et des réseaux.
pour finir, elle est un peu longue celle-là, je Ah suis oui, désolé. je suis obligée de cliquer beaucoup. Ouais, excuse-moi, j'aurais dû prévenir. Voilà. Et ce qui permet, voilà. Et chez nous, on a un suivi du début jusqu'à la fin. On est présent donc pour vos études, les devis, les implantations. On travaille avec Shanker qui gère nos stocks et nos livraisons. Donc, on livre partout en France entre 24 et 72 heures. On est présent pour les formations et les démarrages chantiers et en suivi de mise en service, qui est une particularité dans la double flux, c'est que vos appareils sont toujours mis en service par le fabricant en général. Voilà notre gamme de ventilation qui va de petits modèles 150-200 en Sky, c'est-à-dire des plafonnières, à des machines, tu peux mettre le slide suivant, qui est pour nous aujourd'hui notre machine, notre cheval de bataille en soi, c'est la Flair 325 qui a une consommation en PHI de 0,21 watts de mètre cube heure pour un rendement supérieur à 91%. La NF, on l'a reçu l'année dernière, excusez-moi, c'est pas à jour. On a 96,4% de rendement en NF pour une consommation de 15,7. Voilà un petit peu. Différents produits, mais tout ça, je vous invite à venir découvrir sur notre site ou à m'appeler par la suite pour découvrir l'ensemble de notre gamme de produits. Voilà, merci à vous. Eh ben, merci Céline et Benoît pour toutes ces informations. J'espère que ça vous a plu à tous, mais ce n'est pas fini parce que maintenant, on va passer à un moment d'échange donc avec Céline et Benoît pour qu'ils puissent répondre à toutes vos questions. Donc déjà, vous avez été très actifs dans le chat, mais il y a aussi les questions que vous avez mises dans le questionnaire. Donc, écoutez, Céline et Benoît, je vous laisse répondre aux questions à un maximum. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez que 20 minutes pour échanger avec les personnes. Mais surtout, tout ne pourra pas être traité aujourd'hui. Donc, avis au groupe, n'hésitez pas à contacter Céline et Benoît, ou soit via LinkedIn, ou soit par mail. De toute manière, la présentation ainsi que le replay de cette vidéo seront envoyés. Donc, pas de souci pour les recontacter. Voilà, je vous cède la parole. Oui. Eh bien, moi, j'avais repris les questions d'hier. Je suis en train de voir le fil de discussion. Donc, merci pour toutes ces questions. Ça veut dire que c'était intéressant. Donc, je vois Philippe qui pose une question. Est-ce que le plasma froid a été testé sur la Covid? Donc, la réponse est oui. Il y a eu des tests qui ont été réalisés par différents gouvernements, notamment le gouvernement espagnol, qui a validé cette technologie comme la seule efficace contre le Covid. Il y a également d'autres expérimentations qui sont en cours, mais on a déjà des résultats là-dessus. L'utilisation de plasma froid permet-il de se passer de filtre? Pour moi, non, parce que c'est décorrélé. Il faut un filtre sur la partie système de ventilation. Et le plasma froid qui va permettre de réduire le risque de propagation du virus dans une pièce. Mais le filtre dans une centrale, il va permettre d'arrêter les particules PM provenant de l'extérieur et qui pourraient rentrer dans l'intérieur de la pièce. Donc, sans perdre alors, le dispositif de plasma froid en gaine a-t-il une perte de charge? Oui, il en a une, mais elle est très faible parce que finalement, c'est un tube qui va être dans la gaine, qui ne va pas traverser l'intégralité de la gaine et sa surface est très faible. Donc, la perte de charge est faible et la surconsommation est assez faible. Pareil, on pourra vous transmettre les fiches techniques pour que vous puissiez le constater de vous-même. Alors, la RE 2020 va, contrairement à la RT 2012,
embarqué des notions de qualité d'air. Par exemple, via le contrôle à réception probable des chantiers. Il y a quand même des notions autour du confort d'été. Il y a des notions qui vont venir renforcer les notions de qualité d'air qu'on va retrouver dans la RE 2020, contrairement à ce qu'il y avait dans la RT 2012. Alors, pour tout ce qui est composés qui sont cogénérés lors de réactions chimiques dans des opérations de purification. Donc, effectivement, il y a chaque technologie a des rapports de cogénération de produits dangereux lors de cette réaction chimique. Donc là, c'est le cas, par exemple, pour le plasma froid. On a effectué des essais et, par exemple, il y a eu un chantier test qui a été réalisé sur un lycée dans la région Rhône-Alpes et on a pu éditer un rapport d'innocuité de la technologie par rapport à l'être humain. Donc ça, c'est des choses qui sont maîtrisées. Et après, c'est en face de chaque technologie qu'il faut récupérer pour la technologie propre les informations. Mais non, dans les produits qui sont mis à disposition, en tout cas côté français, il n'y a pas de risque de nuisance pour l'homme. Voilà. J'avais noté aussi, peut-on, après je laisserai la parole à Benoît, j'adore parler. J'avais noté, peut-on finalement, pourquoi privilégier un purificateur par rapport à une ventilation? Je pense qu'il faut, plutôt que d'installer une ventilation, il faut d'abord installer une ventilation et en complément utiliser des purificateurs. Parce que le risque, par exemple, de contamination virus, c'est un temps d'exposition par rapport à une concentration. Et l'objectif, c'est vraiment de diluer la concentration du virus ou de n'importe quel polluant dans l'air. Et on peut le diluer avec un bon apport d'air neuf et une bonne extraction d'air vicié et grâce à la filtration et à l'épuration en interne pour justement diminuer ce risque de contamination en travaillant sur la partie dilution et épuration. Donc, pour moi, clairement, il faut penser à la ventilation et associer un système de purification ensuite. Est-ce que tu veux reprendre le flambeau, Benoît? Oui, sur quelques questions sur la VMC. Oui. Alors, dans les questions qu'on a reçues, il y avait qu'en est-il de la vérification des installations de VMC? Alors, pour le résidentiel, aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Voilà, c'est pour ça que tant que c'est pas vérifié, bah, effectivement, on n'a pas de réel, on n'a pas les débits nominaux escomptés dans les habitations, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune vérification. Ça a l'air pour la RE 2020 de vouloir évoluer dans le bon sens, mais aujourd'hui, vous faites installer une simple flux chez vous, effectivement, il n'y aura aucun contrôle des débits. En double flux, c'est un petit peu différent. La plupart des fabricants de ventilation de double flux viennent construire les installations et viennent au maître, vous régler chaque bouche. Donc, vous êtes garanti d'avoir les débits escomptés dans chaque pièce. La place de la ventilation double flux thermodynamique. Alors ça, c'est une nouvelle génération de produits. On en a dans notre gamme. C'est un peu confidentiel. Cependant, on va le retrouver pour l'instant uniquement dans des projets de maisons passives parce qu'on a besoin vraiment de bâtiments très étanches et très économes. Une question qui m'a bien plu aussi. Pourquoi les normes de cette branche sont-ils si anciennes? Parce que l'air, c'est comme beaucoup de problèmes. Les problèmes sont toujours chez le voisin, pas chez nous. On a un fabricant en France qui a le monopole, qui a la mainmise, qui a ses entrées jusqu'au ministère et qui a su bien s'entourer de façon à ne pas faire beaucoup évoluer la réglementation. Donc, c'est vrai que c'est une affaire de lobbying. Les fabricants sont très, très forts. Et c'est bien dommage parce qu'on s'aperçoit quand même qu'autour de nous, en Europe, clairement, en France, on a plus de 20 ans de retard. Voilà. Et dans les dernières choses que j'ai pu voir, les économies liées à d'une simple ou une double flux. Alors, effectivement, tout le monde recherche le rendement, la consommation électrique. C'est une partie de la valeur de la ventilation, double flux.
comme je pose souvent la question à mes clients, vous estimez à combien ou combien vaut l'air que vous respirez chez vous? À combien vous l'estimez? Alors, c'est une question où j'ai très peu de réponses, mais aujourd'hui, mettre une simple flux, c'est une aberration, que ce soit en économie d'énergie comme en qualité d'air. Pour la simple et bonne raison que 25 à 30 de l'énergie que vous produisez dans la maison va être aspirée par la simple flux et va partir en extérieur. Donc, vous allez chauffer 25 à 30 enfin 25 à 30 de votre consommation de chauffage full camp par la fenêtre quasiment. Et l'apport d'air neuf se fait par des grilles de ventilation dans les coffres de volets roulants ou dans les menuiseries. Et cet air qui rentre chez vous n'est ni filtré, ni traité et rentre directement. Donc, en VMC simple flux, on a une déperdition énergétique énorme et une qualité d'air intérieur très mauvaise. En double flux, comme vous avez compris, l'air extérieur est filtré avant d'être injecté à l'intérieur de la maison, préchauffé par les calories qu'on a récupérées de l'air vicié. Donc, vous avez le meilleur test, c'est de faire un test ppm. Et en test ppm, quand on a une installation de ventilation double flux, on est proche sur une qualité d'air extérieur, c'est-à-dire entre 600 et 800 ppm pour une qualité d'air extérieur qui va être aux alentours de 400 à 500 ppm. Par rapport à la simple flux en tertiaire, ce n'est pas tout à fait le même résonance. Il existe des questions d'insufflation mécanique qui permettent de filtrer l'air, de filtrer et réchauffer l'air qu'on injecte. Donc, ce n'est pas tout à fait le même discours sur la partie tertiaire. Ce n'est pas le même matériel non plus. Voilà, effectivement, le double flux reste la solution de choix, je te rejoins. Célia, Oui. Je pense qu'on a couvert à peu près les questions. Ok. Est-ce qu'il y en a Est-ce que d'autres? vous avez oui, c'est ça. Est-ce que vous avez quelques dernières questions avant qu'on je ne trouve pas avant Pour qu'on se conclure le quitte débat. pour aller manger. Oui, c'est ça. Donc, il y avait eu des questions sur la RT, sur la QAI. C'est vrai que c'est un sujet qui revient très, très souvent. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas super réglementé. C'est pour ça qu'il y a... Ah, mince, c'est bon. Ouais, c'est pour ça que il y a des actions diverses qui sont menées par certaines organisations, par certains acteurs pour faire justement évoluer cette réglementation. Il y a des fabricants, il y a des gens comme Céline et Benoît qui se battent aussi au quotidien pour faire entendre ces sujets. Et puis nous aussi avec Jean, Bruno Guillet et moi-même, on essaye de vraiment pousser toutes ces thématiques autour du bâtiment, non pas que la qualité d'air, mais aussi tout ce qui s'ensuit autour des matériaux, parce que bon, c'est bien beau de prendre en compte ces critères énergétiques, thermiques, etc. Mais il y a aussi la santé des personnes qui sont à prendre en compte et les critères environnementaux. Donc voilà, on a bon espoir que ça aille dans le bon sens. Alors, on a une remarque de Nina. Des amis font construire une maison écologique. L'entreprise prévoit d'installer une ventilation éco-réglable. Je pense que c'est une question pour Benoît ou Céline, peu importe. Benoît, je crois qu'il a déjà répondu. Éco-réglable, moi, ça ne me parle pas. C'est du slogan publicitaire. Voilà. Je voudrais bien savoir ce qu'ils appellent par éco-réglable. Non, c'est hygro-réglable, en fait. Hygro-réglable, pardon, j'ai peut-être mal prononcé. Alors, hygro-réglable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est on prend l'air extérieur sans la filtrer par le biais des menuiseries ou des coffres de volets roulants. Et puis, on va aspirer l'air vicié dans les pièces humides. On aura un renouvellement d'air médiocre, c'est-à-dire 75% inférieur à la réglementation. Et on aura une présence de toute façon de ppm importante. Ce n'est pas extraordinaire. C'est mieux que rien, mais quand on fait construire aujourd'hui, même si c'est un budget, il vaut mieux passer sur de la double flux. Voilà.
Ok, ben, merci Benoît pour cette réponse. Juste une dernière chose, Euh, pour vous donner un ordre d'idée, en ppm, il n'y a qu'une valeur qui est reconnue en France, c'est 5000 ppm. 5000 ppm, c'est dans les sous-marins atomiques. Cette valeur, c'est la mort de l'équipage. C'est-à-dire que les détecteurs de CO2 sont juste programmés pour ne pas dépasser cette valeur. Et c'est la seule valeur ppm qu'on ait en France, sur laquelle on peut se baser. On n'a pas d'autres valeurs réglementaires en résidentiel. D'accord. ok, super, merci. Oui, effectivement, de toute manière, la notion d'une maison écologique, c'est quand même assez complexe à définir et c'est comme je le disais dans un de mes posts, il n'y a pas encore entre guillemets, de définition officielle. Donc, on s'intéresse quand même à beaucoup de critères, mais après, c'est aussi beaucoup du cas par cas. Mais oui, de toute manière, je rejoins Benoît sur ces éléments de réponse. Et Nina, si vous souhaitez échanger un peu plus sur cette fameuse maison, parce que je sais que vous avez beaucoup de questions, puis je crois que vous m'aviez d'ailleurs envoyé des messages sur LinkedIn. N'hésitez pas à envoyer un message, ou soit à Céline, Benoît ou à moi. En fonction des sujets, on n'a pas les mêmes domaines d'expertise, donc n'hésitez pas à nous recontacter. On verra pour vous répondre au mieux à tous ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions avant qu'on se quitte? Ok, Nina, super. Bon, je pense qu'on n'a pas d'autres questions, donc on va finir 5 minutes en avance. On va pouvoir manger en avance. Bonne idée. Oui, je pense aussi. Écoutez, merci à tous pour votre Merci à tous. participation. Merci à Céline et Benoît pour votre intervention. Et comme je le disais, on va vous envoyer le replay et la présentation par mail. Donc, merci à tous. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.